Des masques, il y en a dans toutes les parties du monde et dans toutes les cultures. Il faut s'informer un peu mieux pour savoir que les masques n'étaient pas particuliers aux Africains. Les Noirs masqués participaient au carnaval, mais le carnaval n'était pas que le fait des Noirs. Dans le carnaval de Santiago, tout le monde participait, se montrait. C'était un grand catharsis collectif. Je parle de catharsis car les familles créoles d'origine espagnole utilisaient les carnavals pour se défouler, se délivrer de toutes leurs frustrations. Ce que leur statut social hypocrite les empêchait de faire dans leur salon, elles le faisaient dans la rue avec le peuple. No les permitía hacerlo en sus salones, iban a hacerlo a la calle junto con el pueblo. Y durante un periodo muy rico en nuestra historia, para mí, el de las luchas de independencia. Les luttes pour l'indépendance furent une période très riche de notre histoire. Ceux qui luttaient utilisaient les moyens des comparsas, des groupes carnavaliers, pour transporter des médicaments et des armes vers le maquis. Ce fut le cas à travers le grand tambour du Cabildo Carabalí Suama, qui était l'un des plus importants cabildos. J'ai découvert dans mes recherches des chansons populaires. L'oralité du carnaval existe comme nulle part ailleurs. Comme le faisaient les griots en Afrique, ils racontent les événements du quartier, de la famille, du village, événements qui rejoignent la politique. Il y a des chants qui suggèrent des choses très satiriques. Il y a là une grande influence d'origine africaine qui provient des coupeurs de canne antillais, de la force de travail antillaise qui venait d'émigrer d'Haïti. Que hubo a partir de lo que explicaba de los braceros antillanos, etc., o la fuerza de trabajo antillana. En 1868, Carlos Manuel de Céspedes libère ses esclaves et s'engage dans la première guerre d'indépendance, la guerre de 10 ans. En 1886, l'esclavage est aboli à Cuba. Un soulèvement armé pour l'indépendance est mené par José Martí, poète et révolutionnaire, et Antonio Maceo, un mulâtre de Santiago de Cuba, en 1895. 3 ans plus tard, les États-Unis entrent en guerre contre l'Espagne et Cuba est confié à Washington qui devra se charger de son accession à l'indépendance. Le carnaval cessa durant les luttes d'indépendance en raison des interdictions. Mais comme le peuple voulait se divertir, qu'il voulait s'opposer aux Espagnols, il faisait des tumbas, des fêtes dans ses maisons, dans ses quartiers. Ainsi se créa un rapport de force qui n'avait plus rien de verbal. C'était au plus fort gagne. Tu m'interdis de faire la fête, je la fais quand même. Vint le XXe siècle et l'intervention des États-Unis à Cuba. La première intervention. Personne n'est allé les chercher pour cela. Après la guerre d'indépendance, les Américains commencèrent à tout détruire culturellement. Ce fut une grande parenthèse dans l'histoire du carnaval. En plus de cela, ils interdirent différents événements qui mettaient en valeur la grande influence noire dans la ville. Démographiquement, Santiago était majoritairement noire et métisse. Alors, ils commencèrent à vouloir blanchir la société santiaguense, comme on dit aux États-Unis. Ce fut le comble.
On peut lire dans la presse de l'époque que lorsque fut fondé le nouveau quartier de Vista Alegre, on l'appela le nouveau Vedado Santiaguense. Pas Santiaguero en espagnol, mais Santiaguense. Alors on commença à nettoyer et naquirent des décrets où l'on interdit aux gens de la race de couleur de sortir dans la rue avec des comparsas, des groupes carnavaliers sauvages. En 1901, l'amendement Platt prévoit le droit pour les États-Unis d'intervenir à Cuba chaque fois que la paix et la sécurité des citoyens américains est en péril. En 1903, un traité permet aux États-Unis d'avoir une base militaire à Guantanamo. En contrepartie, Cuba obtient d'écouler son sucre sur le marché américain. Ce traité permettra aux États-Unis d'intervenir à Cuba en 1906 et 1917. En 1912, le parti indépendant de couleur se constitua. Le parti voulait obtenir un espace politique et administratif pour les Noirs. Le parti ne fut pas accepté dans les mécanismes parlementaires. Les Noirs et les mulâtres décidèrent alors, à la force de leurs machettes, de se révolter. Symboliquement, je dis à la force de leurs machettes parce qu'ils n'avaient jamais été armés. Malheureusement, ils se révoltèrent dans la région orientale où se trouvaient les grandes centrales sucrières qui étaient à ce moment-là la propriété des grands consortiums nord-américains. Les États-Unis dirent que cette rébellion devait être arrêtée, sinon l'armée nord-américaine réinterviendrait. Ces 3000 Noirs ou plus furent massacrés. Entonces, estos 3000 negros o más son masacrados. Pourtant, malgré les frustrations qu'avaient vécues les Noirs lors de toutes ces luttes, lors de deux guerres, lors du massacre de 1912, en 1959, ils virent la Révolution comme quelque chose leur appartenant. C'était pour eux la possibilité de s'incorporer au processus révolutionnaire. Il y eut d'évidentes avancées. La présence noire se fit remarquer au niveau scientifique par exemple, mais les Noirs ne sont pas aujourd'hui représentés comme ils le devraient. En 1959,